On a souvent cette image qu'une légende, ça se construit sur le long terme, avec des dizaines d'œuvres. Mais imaginez un instant un acteur qui, avec seulement à peine 4 films complets comme star, a non seulement redéfini tout un genre, mais devenu une icône culturelle absolument immortelle. On parle bien sûr de Bruce Lee. Et la question qui nous taraude aujourd'hui, c'est comment ? Comment a-t-il réussi ce tour de force ? C'est vraiment le cœur de notre discussion. On a épluché pas mal de biographies, d'articles, d'analyses de films pour essayer de déconstruire un peu le mythe. L'objectif, ce n'est pas juste de raconter sa vie, mais de trouver les ingrédients en fait qui ont transformé l'homme en légende. On va parler de ses films, bien sûr, mais surtout de la philosophie qu'il y a derrière et de l'impact sismique qu'il a laissé, même 50 ans après sa mort. Alors allons-y, tout commence à Hong Kong. Lee Jun-fan, c'est son vrai nom. Il est né en 1940 et très jeune, il est fasciné par les arts martiaux. Et il ne va pas n'importe où, il devient l'élève du grand maître Ip Man, une figure quasi mythique du Wing Chun. Et ça, ce choix, c'est fondamental. Le Wing Chun, ce n'est pas un style pour le spectacle, avec des grands coups de pied sautés. Non, c'est un art de l'efficacité pure, du combat rapproché, de la ligne droite. Chaque mouvement doit être utile. Et c'est là, dans cet apprentissage, qu'on trouve la graine de sa future philosophie, le Jeet Kune Do. Ah oui, cette idée d'aller à l'essentiel. C'est ça, éliminer le superflu, n'absorber que ce qui est utile. Il n'apprenait pas seulement à se battre, il était déjà en train de forger une vision du monde. Et cette vision, il l'emmène avec lui aux États-Unis. Et là-bas, il ne passe pas vraiment inaperçu. Son premier coup d'éclat, c'est le rôle de Kato dans la série Le Frelon Vert. Pour beaucoup d'Américains à l'époque, c'est une déflagration. Ah oui, complètement, on n'avait jamais vu ça à la télévision. Et il a dû se battre pour imposer son style. Les producteurs, au début, ils voulaient des mouvements très clichés, presque une caricature du kung-fu. Et lui, il a insisté. Exactement. Il voulait montrer quelque chose d'authentique, de rapide, de dangereux. Ce Kato fulgurant qui vole la vedette au héros. C'est vrai qu'il vole la vedette. Ah mais complètement, il est la véritable attraction. Mais en coulisses, pour lui, c'est une frustration immense. Il est le sidekick asiatique et il sait qu'il vaut beaucoup plus que ça. C'est ça qui est fascinant. Le public le voit comme une révélation. Mais pour lui, ce n'est qu'une cage dorée. Il prépare déjà la suite, il donne des cours à des stars comme Steve McQueen, James Coburn. Il affine sa philosophie. Il sait que Kato, ce n'est qu'une étape. C'est exactement ça. C'était une carte de visite, mais une carte de visite frustrante. Il a montré au public occidental ce qu'étaient les arts martiaux, mais selon les règles d'Hollywood. Pour vraiment exprimer sa vision, il a compris une chose. Il devait rentrer en Hong Kong. Là où il pourrait avoir le contrôle total. Et quel retour ? C'est un retour fracassant. Il arrive, le studio Golden Harvest lui fait une offre, et le résultat, c'est Big Boss en 1971. Et là, le mot qui revient dans toutes les sources pour décrire ce film, c'est révolution. Il aurait brisé les codes. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça veut dire qu'il a fait exploser les conventions du genre de l'époque. Avant lui, à Hong Kong, les films d'arts martiaux étaient très théâtraux. Les combats ressemblaient à des ballets, très chorégraphiés, très stylisés. C'était beau, mais pas très crédible. D'accord, c'était plus une danse qu'un combat. Voilà. Et Bruce Lee, il arrive et il filme le combat, non pas comme une danse, mais comme une bagarre. C'est brutal, c'est direct, c'est intense. On ressent l'impact des coups. Et ce réalisme, en fait, c'est l'application directe de sa philosophie. Éliminer ce qui est inutile. Pour lui, les chorégraphies trop fleuries, c'était inutile. Il voulait montrer l'efficacité brutale. Donc on ne voit plus des artistes qui miment le combat, on voit un combattant qui fait de l'art. Et le public, évidemment, en redemande. Le succès est phénoménal. Il devient une star instantanée en Asie. Et la suite, c'est une série de classiques. La Fureur de vaincre en 72, puis la même année, La Fureur du Dragon. Et dans La Fureur du Dragon, là, il passe un cap. Il n'est plus seulement l'acteur principal. Il est réalisateur, scénariste, producteur. Il est l'auteur total. C'est son film, de A à Z. Et c'est là-dedans qu'on trouve l'une des scènes les plus mythiques de toute l'histoire du cinéma. Le combat contre Chuck Norris, dans le Colisée de Rome. C'est un monument, rien que l'idée. C'est un coup de génie. Et de placer ce duel dans un lieu aussi chargé d'histoire. C'est tellement plus qu'un simple combat. C'est un sommet symbolique. On a 2 champions, 2 philosophies martiales qui s'affrontent dans l'arène des gladiateurs.
Et la mise en scène est incroyable de sobriété. C'est presque silencieux. Il y a un respect mutuel. Ce n'est pas juste de la violence, c'est une conversation physique. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi dans ce film qu'il popularise le nunchaku. Avant lui, c'était un outil agricole d'Okinawa. C'est vrai. Et après lui, c'est devenu l'arme la plus cool de la planète. C'est fou de penser qu'il a imposé une arme à la culture populaire mondiale. Mais ce qui me frappe, c'est à quel point sa vision est totale en fait. Le combat, la mise en scène, la philosophie, tout est lié. On ne peut pas séparer le combattant du penseur. On ne peut absolument pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment parler du Jeet Kune Do. Il disait lui-même que ce n'était pas un style. Ah, ce n'est pas un style. Non, pour lui, c'était un processus. Le principe fondateur, c'est utiliser ce qui n'a pas de voix comme voix et ce qui n'a pas de limite comme limite. En clair, libère-toi des dogmes. Que ce soit du karaté, du judo, du kung-fu, tu prends ce qui fonctionne pour toi et tu jettes le reste. Sois comme l'eau, c'est sa phrase la plus célèbre. Ça a l'air simple, mais c'est d'une profondeur incroyable. C'est le cœur de sa pensée. L'eau n'a pas de forme fixe, elle s'adapte à tout. Tu la mets dans une tasse, elle devient la tasse. Elle peut être douce, caressante, ou puissante et destructrice. Pour lui, un combattant, et même un être humain, devait être comme ça. Fluide, adaptable. Ne jamais se laisser enfermer dans une seule façon de penser. C'est une philosophie de libération personnelle qui va bien au-delà des arts martiaux. Et cette quête de contrôle et de libération, ça l'amène logiquement au projet suivant, Opération Dragon. Après avoir conquis l'Asie, Hollywood revient frapper à sa porte. Ah non, cette fois c'est lui la star. C'est une coproduction entre son studio et Warner Bros. C'est le film qui doit faire de lui une icône mondiale, et pas seulement asiatique. Et c'est un chef-d'œuvre du genre. Le film est une fusion parfaite entre l'esthétique du film d'espionnage à la James Bond et l'intensité de ses combats. La scène du Palais des Glaces, par exemple. Magnifique. C'est une merveille de mise en scène et de symbolisme sur la recherche de la vérité. Il est au sommet de son art, au sommet du monde. Et c'est là que tout bascule. Il meurt en juillet 1973, à 32 ans, quelques semaines à peine avant la sortie américaine d'Opération Dragon. C'est un choc planétaire. Le film sort et devient un succès posthume gigantesque. Et sa mort, si soudaine, si inattendue, le fait passer instantanément du statut de superstar à celui de mythe. Il est figé pour l'éternité au sommet de sa gloire. Jeune, puissant, invincible, il n'aura jamais le temps de vieillir, de faire un mauvais film. Sa mort en fait scelle sa légende. Et comme pour ajouter une dernière touche iconique au mythe, il laisse derrière lui un film inachevé, Le jeu de la mort. On n'a que quelques minutes de ce qu'il a tourné, mais une image de ce film va devenir aussi célèbre que lui. La combinaison jaune à bande moire. Exactement. C'est incroyable comme cette image s'est imprimée dans l'inconscient collectif. C'est devenu un symbole, un raccourci visuel pour dire Bruce Lee. Quentin Tarantino l'utilise dans Kill Bill, on la voit dans les jeux vidéo, les clips. Partout. Partout. C'est la preuve que son héritage n'est pas seulement martial ou philosophique, il est aussi incroyablement visuel. Cette combinaison, elle représente tout. Son style unique, mais aussi ce potentiel inachevé, tout ce qu'il aurait pu accomplir encore. Sa mort, officiellement attribuée à un œdème cérébral, a aussi alimenté d'innombrables théories du complot. On a parlé de la mafia chinoise, d'une malédiction familiale. Ce mystère a sans doute contribué à épaissir la légende, non ? Sans aucun doute. La mort d'une icône si jeune, si pleine de vie, c'est difficile à accepter. Le mystère, ça permet de garder la figure vivante d'une certaine manière. Ça transforme une tragédie médicale en une épopée. On cherche des coupables, une explication à la hauteur du personnage, et ce faisant, on continue de parler de lui, de s'interroger. Mourir au sommet, de façon quasi inexpliquée pour le grand public, c'est l'un des ingrédients les plus puissants pour créer une légende immortelle. Alors, si on essaie de synthétiser, plus de 50 ans après, pourquoi est-il toujours aussi pertinent ? Pourquoi sa légende perdure-t-elle avec une telle force ? Je crois que la réponse tient en un mot, la complexité. On a tendance à le réduire à l'acteur de film de kung-fu, mais c'est tellement réducteur. En se penchant sur sa vie, on découvre qu'il était philosophe, écrivain, poète, réalisateur visionnaire. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il était aussi un danseur exceptionnel. Ah bon ? Oui, il a été champion de cha-cha-cha à Hong Kong en 1958. Ça, je ne savais pas du tout. Mais quand on y pense, ça a du sens. Le rythme, la fluidité, le contrôle du corps, c'est la même discipline. C'est exactement ça.
Et c'est cette richesse qui fait qu'on n'a jamais fini de le découvrir. Il a brisé les stéréotypes du héros asiatique à l'écran en montrant un homme charismatique, intelligent, confiant, puissant, à une époque où ce n'était pas du tout la norme. Il a prouvé qu'un héros n'avait pas besoin d'être occidental pour être universel. Il a ouvert la voie à des générations d'acteurs, de réalisateurs. Son héritage est partout, même quand on ne le voit pas. Donc pour résumer, on a un parcours fulgurant. Un outsider qui impose sa vision au monde. Il révolutionne le cinéma d'action en y injectant une philosophie profonde, le Jeet Kune Do, qui prône la liberté, l'adaptation. Et finalement, sa mort tragique n'a pas mis fin à son histoire, elle l'a fait entrer dans l'éternité. C'est une excellente synthèse. Et pour laisser une dernière pensée, un détail qui en dit long. Aujourd'hui encore, sur Internet, l'une des recherches les plus fréquentes associées à son nom, c'est « Qui a tué Bruce Lee ?» Ah oui, encore aujourd'hui. Encore. Malgré les décennies, malgré les rapports officiels, le public refuse la simplicité d'une mort accidentelle. La fascination pour le mystère reste intacte. C'est la preuve que le mythe est bien plus puissant que les faits. Et ça nous amène à la question finale. On a vu l'impact de ces films, de sa philosophie, de sa personnalité, mais il faut se demander dans quelle mesure le mystère insoluble qui entoure sa mort n'est-il pas finalement l'ingrédient secret qui a cimenté son statut d'icône, le rendant véritablement immortel ?